Bien, nous attaquons maintenant la dernière sous-vidéo de cette séance. Euh, donc le point 2.3 correspond à la préparation des données. Donc ce que j'entends par préparation des données, c'est où est-ce que nous sommes allés tirer les données de taux de chômage, les données de croissance du PIB, de PIB réel, etc. Donc vous connaissez certainement peut-être ce site, c'est le site qu'on appelle FRED, un peu en francisant à mort, ce qui veut dire Federal Reserve Economic Data. Ok, c'est un site qui est entretenu par la Fed régionale de Saint-Louis. Donc vous savez qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 12, étant donné que les États-Unis c'est super grand, c'est un peu le même un système fédéral finalement. Donc vous avez la Fed, l'institution, et vous avez 12 Fed régionales qui participent à la construction de la politique monétaire américaine. Donc voilà le site. Donc ici, vous avez une énorme base de données macroéconomique. Tout est gratuit, évidemment. Ok. Donc tout ce que vous recherchez rapport à des agrégats macroéconomiques, vous pouvez les trouver facilement ici. Euh, donc ces données sont également disponibles sur une petite page là, que je trouvais sympa sur la règle de Taylor. Donc je vous la montre. C'est la Fed d'Atlanta, cette fois la Fed régionale d'Atlanta qui la propose. Donc voilà, ici vous avez bon, une version de la règle de Taylor, vous avez une description des données, et à un moment donné, ici, là, dans la petite case FAQ, vous avez un IR ici avec un petit logo au fichier Excel qui ne se voit pas très bien. Vous pouvez télécharger des données déjà toutes mises un petit peu au format Excel assez facilement. Donc ce site aussi est sympa, je vous encourage à le regarder. Ça permet de faire bouger les agrégats de la règle de Taylor et de voir comment, en fonction des variables utilisées, etc., comment cette règle, comment les indications de la règle évoluent. Ok, pour revenir où on en est, alors pour revenir à nos données, je vous les ai mis à disposition dans le dossier de data là, de la Dropbox, sous l'intitulé fredokun.csv. Ok, donc c'est un fichier qui comprend 7 colonnes, dont je vous donne la description ici. Donc la première colonne contient les dates. Ok. Donc c'est des données trimestrielles, mais les dates, la colonne date, et c'est toujours DD pour dire day date, donc les deux chiffres rapport au jour, au mois, à l'année. Euh, donc, et sachant que c'est des données trimestrielles, vous aurez toujours le jour, ce sera toujours le jour 15. Le mois, ce sera toujours alors 2 pour le premier trimestre, 5 pour le deuxième, 8 pour le troisième et 11 pour le quatrième. Ok, donc là par exemple le 15 août 2017, ça se lit troisième trimestre 2017. Ok. Ensuite, je vous ai mis euh, le Congressional Budget Office, donc CBO ici, propose aussi une mesure du gap directement. Ok. Donc c'est-à-dire que la deuxième colonne correspond à Y moins Y potentiel, donc PIB réel moins PIB potentiel, déjà calculé en fait, c'est déjà soustrait. Donc U3 Gap CBO propose aussi pareil le gap, unemployment gap, donc l'écart du taux de chômage à son niveau naturel. Euh, Ensuite, je vous ai mis la mesure du PIB potentiel, donc juste simplement YP. Le natural rate unemployment, donc le taux de chômage naturel, donc le U. Le PIB réel rapport à la base enfin déflaté par rapport au prix de l'année 2012. Voilà, corrigé de l'inflation, corrigé du niveau général de prix de 2012. Et le taux de chômage, le taux de chômage pardon, mesuré. Donc là, je me suis trompé, je crois avant, j'ai dit ici U, mais là, le natural rate, c'est UP, hein, évidemment. Donc là, unemployment rate, c'est U. Ouais, vous avez 7 colonnes, et finalement, c'est 7 variables dont on a besoin pour faire les estimations de la version en différence et de la version en gap.
Petite note qui peut être intéressante pour ceux qui veulent aller plus loin. Là, j'utilise des versions de PIB réel et de taux de chômage qui sont révisés en fait un certain nombre de fois. Vous savez que quand on vous annonce un PIB pour une année ou pour un trimestre, on va vous donner un chiffre, mais ce chiffre-là va être révisé 3-4 fois. Ok. Et donc là, moi, ce que j'utilise, c'est les variables qui ont été révisées. Mais là, vous pouvez vous poser la question de l'utilité d'utiliser des variables révisées dans une relation qui est censée servir de règle pour de la prévision. En clair, il existe aussi des variables dans les données, dans Fred ou dans les autres bases de données, des variables en temps réel. Ça veut dire que au moment par exemple, du premier trimestre 2017, il y a eu une estimation du PIB et du taux de chômage qui a été faite. Et ben, en fait, finalement, c'est celle-ci qu'il nous faut pour faire de la prévision. Enfin, tu vois, on se met on se met dans des conditions réelles pour faire de la prévision, et pas avec des données qui ont été révisées peut-être 9 mois plus tard. Ok. Donc voilà, donc ça c'était une petite note. Donc voilà, ces règles-là, elles sont faites avec les données révisées. Donc passons maintenant enfin peut-être à Python, enfin pour certains et pas enfin pour d'autres. Donc voilà, donc comme que je vous le dis, en général, essayez de, quand vous faites de l'économétrie ou des analyses avec Python, via Jupyter Notebook, essayez de mettre tous les packages dont vous avez besoin dans une seule cellule. Ok, que vous ne les dispersiez pas un peu partout et que ce soit compliqué à retrouver. Euh, ok, donc là je vais, étant donné que c'est la première fois qu'on voit ça, donc Panda pour la gestion de données, ok, essentiellement, donc pour mettre en forme vos données, pour avoir des tables, noms de colonnes, variables, etc., ajouter des variables, vraiment la gestion de données. Donc Panda, As, donc ça c'est pour le label. Donc en clair, on donne un diminutif à Panda, c'est un peu trop long. Si on veut faire Panda point une fonction de Panda, on va plutôt faire PD point une fonction. Voilà, on utilise deux lettres et le label doit être toujours plus petit que le package qui le labellise. Donc pareil, matplotlib.pyplot, ça vous l'avez rencontré, ASPLT, donc le label c'est PLT, et ça permet de finalement faire les graphiques, c'est le moteur graphique de base de Python. Donc StatModel ici, c'est l'API, c'est le package qui va nous permettre de faire tourner les OLS et les différents modèles économétriques dont on aura besoin tout au long de ce semestre. Il y a d'autres packages qui existent pour faire des estimations, dont notamment scikit-learn si vous vous souvenez. Ou d'autres packages vraiment spécifiques en série temporelle, on verra ça au moment du chapitre sur Arch, où il y a un package d'ailleurs qui s'appelle PyArch ou Arch. Et donc il y a des fonctions spéciales pour faire du Arch. Donc, mais sinon, les modèles statistiques, c'est StatModel. Donc je vous encourage également à aller sur StatModel Tutorials. Vous avez, alors c'est plutôt dans la page exemple, vous avez vraiment énormément comment dire, de Jupyter Notebook avec des exemples avec des données différentes, etc. en fonction de sous-thématiques, ok, plot, etc. Des modèles à choix discret, donc Logit, Probit. Vous avez vraiment pas mal de tutoriels téléchargeables gratuitement, donc je vous encourage à aller faire un tour là-dessus. Ok, donc StatModel, donc pareil, il y a une sous-classe de StatModel qui est diagnostique. Donc à cette sous-classe est associé un certain nombre de fonctions. Ces fonctions, c'est des fonctions de diagnostic, donc c'est-à-dire repérer d'éventuels problèmes économétriques. Donc là, vous reconnaissez hétéroscédasticité pour het, donc le test de White, de Broch-Pagan, de Goldfeld-Quant. Pour l'autocorrélation, pareil. Donc là, en fait, finalement, j'aurais pu le mettre à la suite, mais ça aurait fait un peu trop long. Vous voyez, j'aurais pu le faire comme ça, mais c'est un peu long. Donc j'ai remis exactement la même structure d'importation ici. Et j'ai importé les tests finalement relatifs pour tester s'il y a de l'autocorrélation dans les résidus. Enfin, souvent c'est utile parce que d'importer NumPy et SciPy. SciPy, ça permet de faire appel des, à des distributions ou à toute une construction scientifique sur le package NumPy qui est un gestionnaire de array. En général, les avoir sous la main, c'est intéressant. Par exemple, il y a plein de fonctions mathématiques déjà codées sur NumPy, faire un np.log, etc. pour calculer le logarithme d'une variable, par exemple.
Voilà, il y a tout un tas de petites fonctions, donc ces deux sont très utiles. Mais on n'y portera pas plus d'attention que ça, mais elles sont super intéressantes et c'est super complet. Si vous voulez aller voir la documentation, on l'encourage. Ok, donc la première étape, finalement, c'est d'importer ces données-là. Donc vous vous souvenez de la fonction, de la méthode ou de la fonction read CSV, ok, associée au package Panda, donc pd.read.csv. Ici, moi, enfin, alors moi, c'est data slash le nom du CSV, mais ici, ce chemin, n'oubliez pas de le mettre à jour en fonction de comment vous avez disposé vos fichiers sur votre ordinateur personnel. Donc ça, c'est à vous de voir les problèmes de chemin, il faut pouvoir les gérer. Pensez simplement que ici, quand vous faites souvent des copier-coller ici dans les... donc ça, c'est pas le bon exemple. Quand vous faites des copier-coller ici de liens, vous voyez, c'est un backslash qui apparaît et le backslash pose problème en fait. Soit vous doublez le backslash, comme ça, un peu partout, soit vous mettez un slash à la place. Ok, donc ça, c'est des petits rappels techniques. Ok, sachant que les noms de variables dans le CSV sont un peu moches, donc en fait c'est les noms de variables ici, là, CBO, GDP, gap, etc. C'est pas super pratique pour étudier, donc je vais montrer à quoi ça correspond dans le... alors, donc voilà, donc ça c'est le fichier CSV que j'ai mis à votre disposition, et vous voyez les noms de variables sont un peu dégueulasses, un peu longs. Donc pour travailler avec Python à l'intérieur, on va les renommer. Donc là j'ai mis date, c'est simple, j'ai GDP gap, unemployment gap, le GDP potentiel, le taux de chômage correspondant à un GDP potentiel, le PIB réel et le taux de chômage observé. Ok, donc ça renomme, avec df.column, ça renomme simplement les colonnes de la précédente importation. Euh, Ici, date, donc finalement quand on importe, on va s'arrêter là d'abord, on va tester. Alors, j'importe les packages moi d'abord. Si on importe les données comme ça, vous allez voir que on fait un petit df.head pour regarder un petit peu les données. Ok, ça a pas mal importé, ça a changé le nom des colonnes ici. Simplement ici, maintenant, quand vous faites df.dtype, vous vous souvenez, pour voir le type de chacune des colonnes, vous voyez qu'ici, date, le type de date, c'est objet. Et ça peut poser problème, il vaut mieux transformer, mais on y reviendra au chapitre 4 là, sur la gestion de Panda avec les séries temporelles. Il vaut mieux transformer ce type objet en type datetime. Ok, donc là, si je décommente cette ligne, donc pd toDateTime, donc toDateTime, donc ça veut dire transforme-moi dfDate en datetime, ok, et infer datetime format, c'est-à-dire que il va repérer, sachant que là, moi j'ai des dates, voilà, jour, mois, et année, ok. Et donc il va être capable, si je lui demande d'inférer quel est le format de la date dans mon fichier ici, si c'est pas une date trop farfelue ou un format trop farfelu, il va réussir à le trouver. Donc là j'ai mis infer datetime format true. Donc du coup, maintenant, on a bien ici date, le type c'est bien datetime 64. Ok. Donc ça, c'est maintenant Panda reconnaît bien cette colonne de variable, comme étant une colonne de date au sens de Python. Ok. Maintenant, GDP growth. Ok, donc là, on a besoin d'ajouter finalement des variables transformées. On a un certain nombre de variables. Et effectivement, dans la version en différence, on a besoin du G. Vous savez, le G, c'est le taux de croissance du PIB. Donc si je fais un taux de croissance simple du PIB, et donc le taux de croissance simple du PIB, c'est donc valeur d'arrivée sur valeur de départ moins 1 fois 100. Donc pour faire le valeur de départ, il faut faire un shift. Vous vous souvenez, shift, c'est pour décaler finalement, mettre en face la donnée au temps t-1 avec la donnée t d'une autre colonne. Bon, on y reviendra. Mais faites le test par vous-même et vous pouvez afficher le DT.
Bah, ici, en fait, ça se voit, GDP Growth, quand j'ai rajouté la colonne, vous voyez ici, il y a un an qui apparaît, donc une valeur absente. Mais on voit bien que le 1.6271, ça correspond. Donc, vous voyez bien qu'ici, pour calculer un taux de croissance sur le GDP real ici, il faut bien que il faut bien que ce soit celle-ci la valeur d'arrivée sur la valeur de départ moins 1 fois 100. Donc, effectivement, le taux de croissance, il commence à partir de la ligne 1 et pas de la ligne 0. Ok, donc, il y a bien un nom qui apparaît. Bon, pareil, on a besoin du taux, du changement du taux de chômage, enfin, de la différence première du taux de chômage. Donc ici, le taux de chômage, c'est UN. Donc UN change, je l'ai appelé comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc c'est bien UN moins UN shift. Donc ça veut dire UT moins UT moins 1. Donc si on regarde un peu le truc du début, c'est bien le delta UT, donc UT moins UT moins 1. Ok, donc elle apparaît bien ici, c'est bien le changement du taux de chômage. Donc on voit bien que le UN ici c'est 4,6, 4,2, bah, le changement c'est moins 0,4. Ok. Donc là, c'est toujours bien de s'afficher un petit peu les variables, voir si c'est pas trop, si ce qu'on a fait est pas trop déconnant. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Donc là, par contre, on affiche les variables déjà construites, le gap construit. Regardez ici, plt.plot x, y, donc x les dates, le GDP, le gap, le GDP gap ici, et le gap comment dire, déjà construit par le CBO du taux de chômage. On voit que les deux, finalement, il y a des co-mouvements assez importants. Nous, on ne va pas forcément se servir finalement des séries, vous voyez là, le GDP gap et UN gap. En fait, on va les construire nous-mêmes pour faire un peu d'exercice avec Panda. On pourrait se servir de celle-ci. À vous de le tester. Donc la version en différence première, donc j'ai remis cette équation ici, donc, qui fait appel à GDP growth et, et la différence première du taux de chômage. Okay. Donc si on trace finalement sur un même graphique, pardon, j'ai pas exécuté tout le code. Ça peut pas marcher si j'exécute pas, donc voilà, boum. Donc ici vous avez en bleu, bon j'ai pas mis les légendes, j'ai fait ça un peu salement, mais c'est simplement pour observer rapidement. Donc d'ailleurs oui, quand vous faites une étude en général, ou vous commencez un sujet, ou vous essayez de construire quelque chose, ne perdez pas trop de temps à faire des super jolis graphiques, etc. D'abord, plottez simplement pour voir à quoi correspondent les dynamiques de vos séries. Donc en bleu, c'est le taux de croissance du PIB. En orange, c'est la différence première du taux de change. Ok. Donc ça, je sais plus pourquoi je l'ai mis là. Donc ici, première estimation, donc en variable endogène, donc en Y, on a bien le taux de change, la différence du taux de change. Et ici, la croissance du PIB. Ok. Donc oui, voilà, ici j'ai mis iLock. iLock, c'est pour faire une sous-sélection finalement de lignes. Parce qu'ici, on a des variables manquantes, on a du NaN, ok? Donc il faut bien prendre en fait, si vous faites l'estimation avec une série avec des NaN, ça ne va pas marcher. Donc en fait, il faut que vous fassiez une sous-sélection de ce data frame à partir de là. Ok? Donc là, j'avais mis 2, on aurait pu mettre 1, je pense. Voilà. Ok. Donc là, on a fait l'estimation, donc on a enlevé finalement le premier terme qui est un NA. X, ok. À X, on ajoute avec SM qui correspond à StatModel, vous savez, le label de StatModel qu'on a défini au début. Il y a une méthode qui s'appelle addConstant, donc à la matrice X de variable explicative, on lui ajoute une constante. Donc si maintenant vous voulez rapidement voir à quoi ressemble X, vous avez une constante et la variable. Ok. Ok. Donc on stocke les résultats de la régression OLS, vous voyez sm.ols, donc statmodel.ols, l'endogène, virgule, la matrice d'exogène, point fit pour réaliser l'estimation. Pour afficher les résultats, result.summary dans une fonction print.
Donc regardons un petit peu les résultats. Donc on voit un R-square relativement élevé. Euh, bon, une valeur du coefficient bêta, donc ici B plutôt qui est attendue, donc une valeur négative, une augmentation en points de pourcentage, ben, comment dire, l'augmentation d'un point de pourcentage de la croissance du PIB entraîne une diminution du taux de chômage, du taux de chômage, une variation du taux de chômage, enfin l'écart entre le taux de chômage au temps t et au temps t-1 est réduit. Ok. Donc on a bien la relation attendue. Et cette estimation, là, 0,28, vous verrez, si vous comparez avec l'article, vous verrez que c'est en ligne avec l'article, avec les résultats de l'article. Et par contre, il va juste y avoir un truc, c'est que finalement, nous, le taux de croissance du PIB, on l'a calculé de nous-mêmes comme étant un taux de croissance de trimestre en trimestre. Alors qu'en réalité, il y a plusieurs façons de calculer un taux de croissance du PIB, notamment en annualisant, en comparant le trimestre au temps T-1, le trimestre 1 au temps T-1 et le trimestre 1 au temps T, etc. Donc on compare les trimestres qui sont comparables, nous on l'a pas fait ça, mais vous verrez que dans l'annexe, il y a des résultats tout à fait comparables en termes de coefficients. Maintenant, donc voilà, oui, voilà. Donc ok, donc je vous présente ici une petite cellule qui permet de faire quelque chose d'assez sympa, c'est que si on met le taux de change comme ça en ordonnée, enfin la différence des taux de change en ordonnée et la croissance du PIB en abscisse, vous voyez une relation négative. Et finalement, ça c'est la regression line. Et il y a le package Seaborn, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc là je l'ai mis ici, l'importation, mais j'aurais dû la mettre en haut. Donc le label CSNS et le LMplot, ça permet finalement de faire le scatter plot et de mettre la regression line, la ligne de régression, la droite de régression estimée, directement dans le nuage de points, sans passer par faire une estimation via StatModel. Donc ici, le Seaborn, je vais le remettre en haut. Ok. Ok. Donc, une fois qu'on a fait l'estimation, euh, les résidus, on peut les tirer de l'objet résulte. Ok, donc réside, donc ça c'est déclaration de nom de variable. Résulte.réside. Réside, c'est la méthode qui permet de récupérer les résidus. Ok. Donc si on graphe les résidus, je crois qu'ici c'est 1, voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc on a des résidus, simplement on peut regarder un petit peu leur dynamique. Est-ce que visuellement on arrive à capter quelque chose, une variance qui peut varier au cours du temps? Bon, c'est pas évident là. De l'autocorrélation non plus, c'est pas du tout évident. Donc voilà, simplement on les graphe, mais on ne peut pas en dire grand-chose comme ça. Il faut faire des tests. Donc à commencer par le test de White, ici. Donc ici, je redéfinis simplement une autre matrice de variables explicatives utilisée dans White, parce que finalement, on a besoin de mettre en input, en argument, les résidus et les variables explicatives, vous savez, avec lesquelles on va mettre en lien la variance des résidus. Et donc, du coup, on a besoin d'une matrice de variables explicatives. Mais vous vous souvenez, dans le test de White, il y a aussi une constante. Donc là, je redéfinis simplement mon x, je l'appelle x2. Je lui ajoute euh, la croissance du PIB.iloc1, c'est-à-dire sans le NAN, donc de la même taille que le réside en fait. C'est pour ça que je redéfinis aussi x2. Et j'exécute et ça me donne un résultat. Donc là, je crois que le premier, c'est avec le multiplicateur de Lagrange, et le deuxième, c'est à l'aide un test de Fisher. Bon, c'est deux façons un peu équivalentes de conclure sur le test, mais nous, on a fait avec le multiplicateur de Lagrange. Donc ici, vous avez la valeur du test et associé la p-valeur. Valeur du test de Fisher et la p-valeur associée. Donc ici, on a une p-valeur très très proche de 0, très faible.
C'est-à-dire qu'on rejette H0. Donc on conclut à une certaine forme d'hétéroscédasticité. Ok. Qui pourrait venir de, en fait, en réalité, notamment, il y a qu'une variable explicative, ce serait la croissance du PIB. Ok, donc Broch-Pagan, test alternatif, donc nous donne de la même façon de l'hétéroscédacité associée, enfin avec une p-valeur très, très proche de 0. Sauf qu'ici, il y a juste un petit problème. Disons quand on fait ces deux tests de White et de Broch-Pagan, on soupçonne que finalement l'hétéroscédacité elle vienne d'une des variables explicatives. Alors que finalement, elle peut pas venir, elle peut ne pas venir spécifiquement d'une des variables explicatives, mais du temps lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on fait en général un test de Goldfeld-Quant, vous vous souvenez, où vous prenez deux sous-échantillons, vous enlevez des valeurs intermédiaires, et vous regardez si les variances, si les sommes des carrés des résidus des deux sous-échantillons, en les comparant, en mettant le plus gros SCR au-dessus et le plus fin, le plus petit SCR au dénominateur, en faisant la comparaison des SCR de l'échantillon 1 et l'échantillon 2, on peut voir s'il y a une différence de variance qui est significative. Bon, alors, le test de Goffin-Quant, il n'est pas, euh, il est pas, il est pas, il est pas forcément très clair à utiliser enfin, avec comment dire, la fonction présente dans StatModel, donc add-Goffin-Quant, c'est pas très très clair. Enfin, j'ai un peu de mal, donc en fait, je vous ai recodé un petit peu la logique ici, dans le. Ça marche pas. Si, ça fonctionne. La logique qui est présentée dans vos bouquins. Ok, donc si on prend un split à l'indice 140, ok, qu'on drop 40 observations, ok, donc voilà, on se retrouve avec un sous-échantillon 1 de taille 120, un sous-échantillon 2 de taille 160. J'avais regardé, alors faudrait revérifier, mais la table, si c'est la table de Fisher nous donne 1,36. La statistique est de 2,02. Donc ça confirme bien le rejet de H0. Ok. Donc hétéro, c'est des variances différentes selon dans le temps, enfin dans le temps quoi. Ok. Donc finalement, même là, quand on exécute le Goffin-Quant du package stat model, on a hétéroscédacité aussi, ça c'est la p-valeur qui est associée. Mais il est un peu plus compliqué. Enfin, en fait, j'arrivais pas à comprendre exactement comment il était implémenté, donc du coup, je l'ai réimplémenté moi-même et ça me donne un peu le même résultat. Ok, maintenant passons à l'autocorrélation. Donc vous vous souvenez, premier test, c'était le test de Durbin-Watson. Donc ici, quand on regarde, on a un test de Durbin-Watson à 1, alors j'espère que je l'avais fait bien retourner, à 1,76, ok. Donc 1,76, il faut comparer ça aux bornes. Alors je les ai lus à nouveau dans le cours ou dans des bouquins. J'avais trouvé 1,65 et 1,69. Euh, donc 1,76 c'est entre la borne D2 et la borne 2, enfin et la valeur 2 du test. Donc j'avais trouvé une absence d'autocorrélation. Ça c'est peut-être à vérifier avec les bonnes bornes. Voilà. Par contre, quand on considère le test de Broch-Godfrey, ici, où on met cette fois-ci, c'est assez bizarre, mais ici, là, on ne met pas les résidus comme dans le test de White ici, là, on mettait, et de Broch-Pagan, on mettait résidus et résidus ici. Ici, pour le test de Broch-Godfrey, il veut qu'on lui mette comme input le résulte, donc le conteneur des résultats de la régression, défini un peu plus haut dans les cellules du haut. Euh, donc là, 5, c'est le nombre de retards que je souhaite estimer. Donc ici, vous voyez, on retrouve un résultat. Si je prends le retard 1, à 5%, je ne peux pas dire
qu'il y ait de l'autocorrélation, donc je ne rejette pas H0. Par contre, dès lors que je vais sur des retards un peu plus importants, là, direct, les p-valeurs deviennent très proches de 0, donc très significatives. Donc les autocorrélations sont significatives. Voilà. Donc du coup, ce sera assez compliqué de juger sur la présence d'autocorrélation dans les résidus, surtout qu'en général, quand on travaille sur des données trimestrielles, ça n'a aucun sens de regarder l'autocorrélation 6 par exemple. Ça veut dire 6 trimestres en arrière, ça fait beaucoup. Par contre, 1-2 trimestres, ouais, ça c'est assez intéressant. Donc on voit qu'à 2 trimestres de retard, il y a de l'autocorrélation. Ensuite, on disait aussi que le résultat devait suivre une loi normale pour dégager les tests d'inférence. Donc on pourrait faire un test de Jarque-Bera. Ok. Donc là, le test de Jarque-Bera, c'est une p-valeur à 2%. À 5%, on peut rejeter H0 de normalité. Donc on peut dire que c'est non normal, mais ça peut être assez difficile de le dire. Ça peut être assez sensible. Voilà. Ok. Donc là, il y a un rejet de normalité. Et ce résultat de Jarque-Bera, on peut le relire aussi sur le tableau directement ici. Et vous avez le 7,59 et le 2%. Ici. Ok. Donc voilà, je vous recommande de refaire un petit peu tourner ces cellules, de voir éventuellement si, bon, si je n'ai pas fait de bêtises, a priori non, mais si vous détectez des choses intéressantes ou vous voulez travailler un peu plus sur les estimations, faire vos propres manipulations, vraiment, c'est recommandé. Ok, donc ça je passe. Donc, donc on a détecté d'éventuels problèmes d'hétérocédacité temporelle. L'autocorrélation, c'est un peu moins sûr. Euh, donc voilà, là c'était tout, c'était simplement pour manipuler un petit peu les fonctions qu'on avait utilisées. Donc la version GAP ici, comme je vous le disais, elle implique l'utilisation du PIB potentiel. Donc si je mets une étoile, donc je vais mettre P plutôt, pour que ça corresponde à ce qu'on avait mis en haut. Ok, donc là la version GAP nécessite l'utilisation du potentiel et du taux de chômage et PIB. Ici, ce que j'ai fait, c'est, sachant qu'ici, ce que j'ai pas dit dans la présentation de la loi d'Okunn, c'est que le PIB réel, il est en log en fait. Donc le log, parce que le log écrase la variance. Ok. Donc le np.log df GDP real et np.log df GDP pot. Ok. Donc, on fait la différence entre les deux et on fait x100 et ça nous donne le gap. Ok. Quand je, et là, c'est simplement le gap entre le taux de chômage et le taux naturel. On peut tracer les deux. On voit qu'il y a une relation, la façon dont je l'ai construite en tout cas, il y a une relation négative. Quand le taux de croissance diminue, vous avez un taux de chômage qui augmente, etc. Donc on estime finalement cette version gap et on obtient un coefficient qui est associé négatif. Et donc c'est attendu également. Donc ici, je ne vais pas vous refaire la suite. Vous le faites vous-même. C'est exactement les mêmes tests qui ont été présentés juste avant, mais pour la version GAP. Et vous voyez que vous allez voir peut-être que vous pouvez obtenir des résultats différents concernant l'homocédasticité des résidus. Il y a un petit truc. Ok. Donc là, on voit également hétérocédacité. Et par contre, le Broch-Pagan ici ne nous donne pas d'hétérocédacité, donc il y a homocédastique. Donc vous voyez, en fonction de la façon dont vous estimez finalement cette loi d'Okunn,
vous allez avoir des propriétés statistiques dans les résidus qui vont être différents. Mais c'est normal parce qu'on n'utilise pas les mêmes différents et la même approche, et les mêmes séries pour ces approches-là. Donc, de toute façon, l'hétérocédacité et la non-autocorrélation, ce sont des phénomènes statistiques qu'il faut pouvoir maîtriser pour faire les estimations et des inférences correctes. Mais pour la même chose, ou je dirais le même sujet, il peut y avoir des résultats de l'hétérocédacité sous une forme de la loi d'Okunn, donc par exemple le gap, mais pas ailleurs, par exemple sur d'autres versions. Ok. Donc voilà, ça c'était une petite application simple pour faire un peu de rappel. Donc ceux qui sont motivés dans l'article, ils proposent une version des estimations en fenêtre glissante. Donc c'est-à-dire que l'estimation ici que j'ai faite, euh, par exemple ici, alors peut-être pas la version gap, mais la version en différence, ici, bah, en fait vous prenez votre data frame, vous changez, vous refaites, vous vous débrouillez pour stocker les résultats, les coefficients associés à ces résultats-là pour des fenêtres glissantes. C'est-à-dire que là, vous allez faire par exemple 1, 100, ensuite vous allez trouver, vous avez trouvé un coefficient, ensuite vous faites 2, 101, etc., etc., jusqu'à ce que vous arriviez au bout de votre échantillon. Et donc là, ça vous permettrait d'avoir finalement une liste de coefficients qui aura été estimée sur une fenêtre glissante. Vous pouvez la tracer et vous obtiendrez quelque chose qui ressemblera à ça. Rolling Regression Estimates. Vous voyez ici, vous avez le Okun coefficient, donc qui correspond, bon, ça dépend, au bêta dans la version différence, au B dans la version différence et au bêta dans la version gap. Et vous voyez ici, vous allez avoir voilà, ce genre de graphique. Ces graphiques-là représentent la valeur des coefficients sur une fenêtre glissante. Donc ça pourrait être intéressant à refaire. Ok, donc voilà tout. J'espère que j'ai rien oublié. La prochaine séance, qu'est-ce que ce sera? En fait, la prochaine séance qu'on va faire, c'est qu'on va parler de stationnarité. Parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé sur la fin des cours en Python au premier semestre, et on s'était dit que ce serait intéressant de terminer un peu sur la stationnarité, puisque c'est plus ou moins frais pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à revoir les vidéos de séries temporelles univariées pour essayer de recomprendre un peu ce qu'est la stationnarité. Là, on va essayer d'utiliser finalement les outils, les fonctions de Python pour tester si une série est stationnaire ou non, de façon extrêmement simple. Le chapitre sera relativement rapide. Il y aura une application dans dans le, dans le chapitre sur la stationnarité. Ici, il n'y a pas eu j'ai pas fait d'application parce que en fait, c'est déjà une application en tant que telle. Mais comme je vous ai dit, essayez de faire la version en fenêtre glissante de ça, ce serait intéressant. Pourquoi pas alors je dirais pas des petits points bonus, mais tu vois, enfin, c'est bien de le faire et voilà, on verra qui vous êtes comme ça au moins. Mais mais voilà. Donc du coup, essayez de vous entraîner et de vous rappeler un peu des bases de Python pour ceux qui ont du mal, parce qu'on va pas avoir le temps de revenir sur les explications de bouts de code ultra précis. Ça va être, enfin, en tout cas, dans les vidéos, on n'aura pas le temps. Sur le chat, on pourra répondre à vos questions s'il y en a. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.